Très bien, il est 20h20. On va commencer en attendant que les autres personnes puissent se connecter. Voilà, on va simplement prier comme d'habitude. Je pense que les habitudes ne changent pas. On va continuer. Voilà. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Merci encore de ce que tu nous donnes l'opportunité de pouvoir nous connecter encore ce soir. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Merci pour John Bernard, pour Naomi, pour Anne-Sophie. Pour toutes les personnes qui viendront aussi par la suite, nous voulons te recommander la session de ce soir. Ce soir, nous allons parler de la gestion de l'épargne et de la gestion des dettes, comment sortir de ces dettes qui parfois nous emprisonnent, de ces dettes improductives qui parfois nous emprisonnent émotionnellement, qui nous emprisonnent également financièrement, nous empêchant de réaliser les projets que Dieu veut que nous puissions réaliser. Alors Saint-Esprit, parle au travers de moi, parle au travers de ma bouche ce soir, afin que cette soirée nous soit utile et qu'elle nous aide à pouvoir mettre en pratique ce que tu veux que je puisse transmettre au nom de Jésus. Merci encore de ce que tu nous donnes plus de sagesse financière aujourd'hui, d'intelligence financière, de discernement, afin de savoir prendre des bonnes décisions et de pouvoir également nous retrouver, non pas, Seigneur, dans des souffrances, dans des fardeaux financiers inutiles à cause de mauvais systèmes de pensée ou encore tout simplement d'erreurs que nous avons pu faire. Au nom de Jésus, merci encore pour la soirée de ce soir. Amen. Bon, très bien. Ok. Amen, vous m'entendez? Toujours? Oui, Ok, très bien. Sans plus tarder, on va aller directement au but de notre session de ce soir. Donc, le thème de ce soir est tout simplement comment gérer son épargne et ses dettes. Donc, aujourd'hui, on aura deux sessions en une. On va aborder les différentes thématiques ensemble. Donc, il y aura deux sessions qui seront abordées, la gestion de l'épargne et des dettes. Comme on l'a vu la fois précédente, on disait que celui qui n'épargne pas ne sera pas épargné. Bon, c'est juste une petite blague pour parler de l'importance de l'épargne, comme quoi, en réalité, notre assurance ne vient pas du fait qu'on a une épargne, mais n'empêche que cette blague en dit long sur celui qui n'épargne pas ne sera pas épargné, parce que on va se rendre compte qu'on peut se retrouver dans une situation où on peut se retrouver dans une situation où le fait que on n'ait pas eu d'épargne, on se retrouve dans une situation compliquée. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'aimerais bien, on verra, si une personne souhaite donner un exemple personnel d'une situation dans laquelle, à cause du fait qu'elle n'avait pas forcément d'épargne, elle a dû se retrouver peut-être à prendre une décision financière dans l'urgence. Donc, on le verra tout à l'heure. Et enfin, un verset clé qui nous vient tout droit des Proverbes, qui nous vient tout droit des Proverbes, Proverbe 21, verset 20, qui dit, il y a de précieux trésors et de l'huile dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Tout simplement pour dire que le sage, la caractéristique du sage, c'est que il a toujours une provision alors que l'insensé, c'est celui qui engloutit. Donc en réalité, on le voit aujourd'hui au travers de ce passage, que même le fait de pas d'avoir d'épargne est une source, finalement, ça montre que on manque de sagesse. Donc au travers de ce passage biblique que vous pouvez noter, en tout cas, dans le Proverbe 21, verset 20, qu'il y a des précieux trésors de l'huile dans la demeure du sage. C'est important d'avoir des trésors. Et aujourd'hui, on fait par rapport au contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, bah, disons qu'il y a de l'épargne dans la maison du sage, mais l'homme insensé engloutit ses richesses, c'est-à-dire engloutit toutes les ressources qu'il a. Et on va le passer, s'il vous plaît. OK. Euh, est-ce que quelqu'un veut répondre en répondant à la question de savoir pourquoi c'est important d'avoir une épargne, selon vous? alors moi, je pense que c'est important d'avoir de l'épargne parce que bon, on ne sait jamais pour les imprévus, surtout quand on a des enfants. Mhm. Si c'est assez important. Enfin, à partir du moment si on peut mettre de côté, c'est toujours mieux parce que même quand on a les véhicules, si on a une panne, voilà, il y a toujours des petits trucs qui font que c'est bien d'avoir quelques sous de côté. Exact. Super. Merci, Naomi. Quelqu'un d'autre veut dire pourquoi c'est important d'avoir de l'épargne? De toute façon, juste après, je vais vous donner, en tout cas pour ceux qui n'ont pas encore de raison, des bonnes raisons.
d'avoir de l'épargne. Vraiment des raisons suffisamment motivantes d'avoir de l'épargne. Donc, si personne n'a un autre point de vue, de toute façon, on Ça va peut voir. servir d'investissement aussi. Comment? Ça peut servir d'investissement. Oui, très bien. Quel genre d'investissement, par exemple? Je ne sais pas si pour une entreprise, acheter une machine ou bien investir dans l'immobilier, par exemple. Oui, très bien. C'est un très bon exemple. OK. C'est un très, très bon exemple. Merci. OK, très bien. Bah, du coup, on va voir ensemble quelques bonnes raisons d'avoir de l'épargne. On va avoir 9 raisons. 9 raisons d'avoir de l'épargne. Ou encore, on peut le remplacer par 9 raisons d'avoir de l'épargne. Ou encore, que faire avec mon épargne? Donc aujourd'hui, les différentes raisons qu'on va voir ensemble, évidemment, elles ne sont pas exhaustives. Et chacun d'entre nous peut répondre par rapport à ce qui est important pour lui. Parce que moi, je vous donne quelques bénéfices. Mais la vérité, c'est qu'il y a des choses qui vous sont particulières, qui vous sont propres. Donc, il y a des choses qui vous sont propres à vous. Donc, c'est important de pouvoir ensuite les adapter à votre propre contexte. Donc, aujourd'hui, on va voir 9 raisons d'avoir de l'épargne. Ah, j'ai oublié d'enlever le S à bénéfice. Bénéfice numéro un. Une des raisons d'avoir de l'épargne est de ne plus être stressé par des imprévus. Vous savez, il y a des situations de stress. N'hésitez pas à vous renommer, effectivement, comme le demande l'assistance. N'hésitez pas à vous renommer afin qu'on ne se dise pas que c'est un fantôme qui s'est connecté, mais une personne qui s'est connectée sciemment et qui veut partager ce moment avec nous. Donc, en tout cas, premier bénéfice pour ne plus être stressé par les imprévus. Il y a des conditions de vie, il y a des choses dans la vie qui nous stressent inutilement, tout simplement parce que, en fait, on ne les a pas forcément préparées. Par exemple, bah, aujourd'hui, euh, un imprévu peut arriver. À tout le monde, ça arrive. Ça peut arriver à tout le monde. Le problème n'est pas les imprévus. Le problème est, as-tu prévu quelque chose face aux imprévus? Certaines personnes parfois se disent, c'est comme dans les assurances décès, etc. Il y a des personnes qui se disent, oui, mais moi, je fais toujours attention. C'est comme dans des assurances. On propose une assurance à une personne, elle va dire, oui, mais moi, de toute façon, j'en ai pas besoin parce que je fais toujours attention. Donc, du coup, bénéfice numéro un, pour ne plus être stressé par les imprévus. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne planifie pas, ce n'est pas parce qu'on ne planifie pas que les choses n'arrivent pas, mais c'est pas parce qu'on planifie que les choses arriveront forcément. Donc, c'est important de pouvoir planifier et de pouvoir avoir de l'épargne pour faire face aux imprévus. Je pense que tout le monde comprend un peu cette notion. Le bénéfice numéro 2 d'avoir de l'épargne, c'est tout simplement pour pouvoir faire face aux mauvais jours. Parce qu'une période peut, un mauvais jour, vous verrez, pour certains, pour ceux qui ont vécu ça, le mauvais jour peut finalement durer longtemps, en réalité. Le mauvais jour peut durer longtemps. Bah, le mauvais jour peut durer longtemps, c'est par exemple, tu peux traverser une période de chômage. Tu peux traverser une période de chômage. Tu peux faire face à une situation dans laquelle temporairement, tu as, par exemple, ben voilà, si je prends des étudiants, pendant 2 mois, ils n'ont pas forcément de ressources, parfois ceux qui ont la bourse. Tu peux traverser des mauvais jours comment? Pendant, tu tombes malade. Aujourd'hui, gloire à Dieu, nous sommes dans des pays où nous avons la sécurité sociale. Mais les sujets que nous abordons aujourd'hui, c'est censé être universel. Tu peux traverser des mauvais jours parce que tu habites dans un continent où il n'y a pas la sécurité sociale. Bah maintenant, comment tu fais? Comment tu fais face au chômage? C'est marche ou crève. Et l'exemple de Joseph de la famine, c'est à l'époque, la Bible nous raconte qu'il y a une grande période de famine. Et Joseph a proposé, les années de vache maigre, il a proposé une stratégie pour pouvoir faire en sorte de maintenir 20% des richesses pour la période de vache maigre, pendant la période durant laquelle le pays d'Égypte traverserait une période très compliquée. Et aujourd'hui, on pourrait le dire, bah, en fait, les mauvais jours, bah, ça peut être, peu importe en fait ce que vous considérez comme mauvais jour. Tout peut se transformer en mauvais jour. Bah, par exemple, une personne qui se retrouve licenciée, bah, ça peut être un mauvais jour. Et parfois, le temps que les choses se fassent, recevoir les indemnités, les ressources, etc., c'est un mauvais jour. Et il y a des imprévus qui sont vraiment soudains, soudains. Et puis, il y a des choses qu'on sait que ça arrivera un peu dans la vie. Mais en tout cas, ça s'appelle quand même des mauvais jours certaines fois. Troisième bénéfice d'avoir de l'épargne.
pour ne pas avoir à régler des urgences à crédit. Un des bénéfices d'avoir de l'épargne, c'est pour ne pas avoir à régler des urgences à crédit. Vous savez, des urgences peuvent arriver. Par exemple, moi, je rencontre des clients dans mon activité de banquier. Je rencontre des clients qui, malheureusement, il y a une urgence qui survient. Il y a une voiture qu'il faut changer. Il y a la fin du leasing qui n'a pas été anticipée. Il y a un deuil. Et les gens, parfois, vont s'endetter pour des deuils, pour faire face à un deuil. Et rien de plus dramatique, déjà, de se retrouver dans une situation de deuil où on est obligé d'aller emprunter de l'argent, et parfois avec intérêt, pour déjà faire face à un événement qui est déjà suffisamment malheureux. Donc, une des raisons d'avoir de l'épargne, c'est pour éviter de régler des urgences à crédit. Et la veuve de Sarepta, moi j'aime beaucoup l'histoire de la veuve de Sarepta, c'est d'ailleurs une des histoires préférées, notamment concernant la sortie des dettes dans la Bible, la veuve de Sarepta. Je vais vous donner la référence pour ceux qui le veulent, la veuve de Sarepta dans la Bible, dans le livre de 1 roi, verset 17, verset 8 à 16. 1 roi 17, verset 8 à 16. Donc, du coup, merci beaucoup. C'est qu'on voit au travers de ce passage que la veuve de Sarepta se retrouve dans une situation où bah, elle, son mari est décédé, elle a beaucoup de dettes. Elle a beaucoup de dettes et elle doit y faire face. Et en fin de compte, elle n'a pas eu à régler des urgences par crédit, mais elle se retrouve dans une situation où il ne lui reste plus qu'un seul repas pour vivre. Et des fois, on arrive dans des situations où bah, elle s'est traversée des mauvais jours, la perte d'un être cher. Moi, je vois parfois des femmes très investies dans l'avenir, dans la vie professionnelle parfois de leur époux ou inversement. Bah, il se passe quoi le jour où l'autre conjoint n'est plus là? Concrètement, il se passe quoi? Et vous savez, dans les banques, parfois on parle d'assurance ou d'assurance décès, etc. Et parfois on se dit, ouais, mais non, c'est pas important. Mais la question est de se poser la question, si tu es marié ou si tu as des enfants et que tu les élèves seuls, par exemple, c'est se poser la question, si aujourd'hui je ne suis plus là, comment serait le présent de mes enfants? Ou si mon mari part aujourd'hui, ma femme part aujourd'hui, comment serait ma vie financière? Donc c'est important de pouvoir ne pas se retrouver dans des situations où on doit régler des urgences à crédit, parce que ça, je l'ai déjà vu. Pourquoi ou à quoi servirait encore l'épargne? Pour avoir de quoi semer. De quoi semer, c'est enfin, important de comprendre, on l'a vu la fois précédente dans le budget, les différentes catégories ou les différentes choses qu'on peut faire avec l'argent que Dieu met à notre disposition. C'est qu'il y a une ressource pour tout. Il y a de l'argent pour l'investissement, il y a de l'argent pour l'épargne, il y a de l'argent pour l'investissement, il y a de l'argent qu'on investit, qu'on épargne, pardon, pour des projets court terme, moyen terme, etc. Mais c'est important de savoir que bah, à quoi peut me servir l'épargne? L'épargne, bah, il y a plusieurs fonctions à l'épargne. L'épargne peut servir également à semer. Semer, c'est simplement prendre de ce que Dieu a déjà donné, t'a déjà donné, pour pouvoir tout simplement l'investir dans une œuvre qui est importante, ou en tout cas une œuvre qui promeut l'évangile. Ça peut être une association, ça peut être une chaîne de télévision chrétienne, ça peut être ton église locale, ça peut être ton église locale, ça peut être une association qui prend soin des orphelins en Christ. Parce que des fois, tu donnes à des associations, on ne sait pas où va l'argent. Donc voilà. Ensuite, un des bénéfices, le cinquième bénéfice, euh, c'est pour avoir la possibilité de saisir des opportunités d'investissement. Pourquoi j'ai parlé d'opportunités d'investissement? Parce que la même opération, si tu ne la saisis pas rapidement, c'est plus une opportunité. Je m'explique. Souvent dans l'immobilier, il y a ce qu'on appelle acheter des biens off-market. Acheter des biens off-market, les meilleures opportunités immobilières ne se font pas si tu vois que l'annonce, elle est là déjà depuis des années, c'est que peut-être que ce n'est pas une bonne opportunité. Les meilleures opportunités immobilières se font généralement en off-market, c'est-à-dire elles sont non visibles par le public. Si tu vois déjà quelqu'un venir te parler d'une opportunité d'investissement, c'est que parfois, tout le monde est déjà au courant, donc c'est plus vraiment une opportunité. Mais tu vas voir que quand tu as de l'épargne, tu peux saisir des opportunités d'investissement. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le métier de marchand de biens. Le marchand de biens est une activité professionnelle d'une personne qui achète des biens pour les revendre. Il fait vraiment du marchandage, il fait vraiment du commerce avec des biens immobiliers.
Je sais puisque j'ai une de mes sœurs qui est également dans cette activité de marchand de biens. Donc, le marchand de biens, il va trouver un bien, il va le retaper et il va le vendre à un prix qui sera plus important. Ça, c'est une des activités. Mais sauf que quand tu arrives devant un vendeur, à votre avis, qui a le plus de chances de remporter le bien? Celui qui arrive avec un bien qui vaut 150 000 euros, la personne a déjà 150 000 comptants. Et l'autre personne qui dit, oui, mais moi, il faut que j'aille voir la banque. Et je sais que le temps d'obtenir mon crédit, etc., etc., je suis là dans 3 mois. Je ne dis pas qu'il faut acheter comptant forcément, mais juste en termes d'impression. Qu'est-ce qui aura le plus de poids? Celui qui vient avec une épargne ou celui qui vient bras ballants? Bah, la réponse est celui qui viendra avec de l'épargne. Donc, à ce moment-là, c'est une opportunité d'investissement. Pourquoi? Parce que je peux dire à la personne, écoute, moi, j'ai déjà l'argent. Ton bien, tu le vends 150 000. Si tu le vends à la personne qui a un crédit, bah, peut-être que tu auras 150 000 euros, mais il t'aura mis 3 mois. Moi, j'ai 150 000 euros, je te donne l'argent tout de suite. Par contre, moi, je te le prends à 120 000. Mais par contre, c'est 120 000 que tu reçois tout de suite maintenant dans un virement dans 48 heures. Bon, dans le marchand de biens, généralement, tu fais la vente plus vite avec un notaire et tout ça. La vente, tu peux le faire dans le mois, en moins de 15 jours, contrairement à plusieurs jours en acquisition classique. Donc, l'opportunité va se présenter. Et une opportunité, c'est aussi la rapidité à laquelle tu la saisis. Bah, je m'explique. Aujourd'hui, j'arrive comme ça dans un magasin. Bah, ils vendent des chaussures. Et moi, j'arrive, je dis, bah, écoutez, moi, je peux, c'est bradé. Mais par contre, moi, je peux vous en acheter 100 tout de suite. Bah, celui qui en a 100, celui qui a les ressources pour en acheter 100, bah, en réalité, il va peut-être en acheter 100 pour le prix de 80, alors que l'autre personne va devoir les acheter au prix cher. Donc, j'ai insisté sur ce point pour dire que l'importance d'avoir de l'épargne pour saisir des opportunités. Autre bénéfice, pour manifester tout simplement la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse est ce qui nous permet de pouvoir faire les choses telles que Dieu nous le demande. Et la sagesse nous dit qu'en fait, dans la maison du songe, il y a grande abondance dans la maison du juste. Mais on l'a vu tout à l'heure. En fait, l'abondance de la maison du juste, ça va être également le patrimoine, l'épargne que tu vas avoir. Et ça montre que quand tu es sage, bah, quand tu es sage, on l'a vu tout à l'heure dans le passage, que dans la maison du sage, il y a beaucoup de trésors et des huiles précieuses. Donc, le fait de manifester la sagesse, c'est également un signe pour ressembler davantage à Dieu. Bénéfice numéro 7 pour avoir de quoi donner. Proverbe 11, versets 24 à 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose lui-même sera arrosé. Donc vous voyez ici que tu poses la question, mais pourquoi je dois avoir de l'épargne? Donne-moi une bonne raison d'avoir de l'épargne. Bah, si tu ne veux pas juste épargner pour accumuler, c'est pas grave. Épargne au moins pour donner. C'est comme les gens qui disent l'argent, ça ne sert à rien. Ok, pas de problème. Si pour toi, ça ne sert à rien, donne-le-moi. Nous, on saura quoi en faire. Ou donne-le à Anne-Sophie, ou à Zora, ou à John, s'ils veulent le recevoir, évidemment, ou à Naomi, ou à Rosine. Donc, avoir de l'épargne, pourquoi faire? Bah, ça permet également de donner. Et vous voyez que toutes ces choses-là sont exhaustives. On n'est pas tous dans les mêmes saisons de vie, on n'est pas tous appelés à faire les mêmes choses en même temps. Mais peut-être que toi, si dans tes valeurs, c'est important de donner, tu vas donner. Si pour toi, dans tes valeurs, bah, tu épargnes pour tes parents, c'est pour tes parents. Épargner pour laisser un héritage financier à ses enfants. La Bible dit dans Proverbe 13, verset 22, l'homme de bien, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. C'est quoi cette trace au milieu là? Ouais, je crois qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'annoter dessus. Ok. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Autrement dit, l'épargne que tu vas constituer, que tu vas amasser tout au long de ta vie, va permettre aussi d'avoir suffisamment pour pouvoir laisser un héritage à tes enfants. Et après, en réalité, le bénéfice neuf, il est également lié aussi avec le fait de semer. C'est que tout à l'heure, on a juste parlé du fait de semer, mais là, en réalité, quand tu sèmes, qu'est-ce que tu fais réellement? Et ça nous le dit dans le bénéfice numéro 9. Pour préparer son avenir dans les cieux par les semences. La Bible dit, amassez-vous des trésors dans les cieux, là où il n'y a ni teigne, là où il n'y a ni rouille.
Quand tu sèmes dans le royaume de Dieu, tu amasses des trésors dans les cieux. Quand tu sèmes dans les cieux, comment on sème dans les cieux? C'est quand tu investis de l'argent dans quelque chose qui a une portée spirituelle. Quand tu investis de l'argent dans quelque chose qui a une portée spirituelle, en vérité, tu amasses des trésors dans les cieux. Donc en réalité, ce bénéfice neuf est simplement pour nous rappeler que c'est bien d'épargner pour ses projets, gloire à Dieu. C'est bien pour épargner pour soutenir ses parents. En tout cas, quand tu épargnes, c'est bien d'épargner pour sa famille, c'est bien d'épargner pour ses projets personnels, c'est bien d'épargner pour sa famille, pour ses enfants, pour les études des enfants, épargner pour les investissements, épargner aussi pour sortir des dettes, par exemple. Ça, c'est un bénéfice 10. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas exhaustif. Chacun ici doit puiser dans qu'est-ce qui est important pour lui. Donc, quand tu épargnes, tu dois savoir également que amasser des trésors sur la terre, c'est bien. Mais tu dois également apprendre à amasser des trésors dans les cieux. Donc, c'est juste pour faire la parallèle entre amasser des trésors sur la terre, c'est bien, mais c'est important de pouvoir amasser également des trésors dans les cieux. Comment tu le fais? C'est quand tu sèmes, c'est quand tu manifestes de la générosité, c'est quand ton argent a une portée plus que financière, mais a une portée spirituelle. Comment? Tu donnes la générosité, tu fais part de ta générosité pour que l'évangile soit annoncé. Tu fais part de ta générosité pour que les orphelins soient pris en charge, pour que les veuves soient pris en charge, pour que les pauvres soient pris en charge. Et tout ça, c'est biblique. Jésus lui-même a dit, toutes les fois où tu as donné à manger à cette personne qui était nue, sans vêtements, qui avait faim, qui avait soif, c'est à moi que tu l'as fait. Ou encore, comment les gens croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler s'il n'y a personne qui est envoyé? Mais les missionnaires, on les envoie bien avec de l'argent. Il y a que parfois les chrétiens qui pensent qu'on n'a pas... C'est paradoxal. Les missionnaires sont envoyés parce qu'il y a de l'argent. On ne va pas se mentir. Voilà, en tout cas, 9 bénéfices. Et le dixième, je ne l'ai pas dit là, mais ça peut être les bénéfices, ça peut être par exemple, épargner tout simplement pour sortir des dettes. Et d'ailleurs, ce sera une des thématiques qu'on verra tout à l'heure. Voilà. On continue. Hop. OK. Bah maintenant, concrètement, OK. Euh, on va voir là, on va voir ici comment épargner efficacement. Et au travers simplement d'un outil qui est très simple, hein, qu'on utilise partout, que ce soit dans le conseil en gestion de patrimoine, que ce soit dans la banque, que ce soit, c'est ce qu'on appelle la pyramide de l'épargne. OK. La pyramide de l'épargne. OK. Quelqu'un a déjà entendu parler de la pyramide de l'épargne? Vous pouvez lever la main, dire moi non, moi oui, moi non. Ok. Ok. Très bien. Pyramide de l'épargne. Ok, non, 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 non. Ok, non, très bien. Ils n'ont jamais. Vous allez voir vos banquiers. Je vous embête. Ok. La pyramide de l'épargne. En fait, la pyramide de l'épargne, c'est simplement un outil patrimonial pour pouvoir situer les choses. Vous savez, tout à l'heure, on a parlé des différentes choses qu'on peut faire avec son épargne. Ça peut être l'investissement, ça peut être saisir des opportunités d'investissement, ça peut être épargner pour rembourser plus rapidement ses dettes, etc., etc. On a vu différentes choses. Mais c'est important également de tout simplement de situer un peu cette épargne-là de façon concrète. Il y a 3 niveaux d'épargne. En réalité, ça peut être 3 ou 4, c'est pas exhaustif, mais euh, considérez ce qui est important, retenez ce qui est important pour vous. Le premier niveau d'épargne dans la pyramide de l'épargne, c'est l'épargne court terme. L'épargne court terme, c'est une épargne qui te permet de faire face à tes urgences du quotidien. Une urgence familiale, domestique, une panne de véhicule. Euh, demain, je sais pas, tu as un contrôle technique à passer. Tu as un contrôle technique à passer, soudain, et tu te rends compte que tu dois changer les choses rapidement. Tu as un frigo qui tombe en panne. Tu as un frigo qui tombe en panne. En gros, retenez que l'épargne court terme, c'est une épargne pour laquelle tu es en mesure de sortir l'argent dans les 24 heures.
L'épargne court terme, c'est une épargne pour laquelle tu peux sortir l'argent dans les 24 heures. C'est-à-dire que demain matin, mon frigo tombe en panne, mon véhicule tombe en panne, mon pneu est percé, ma vitre est cassée. Parce que des fois, tu vas solliciter l'assurance, tu vas juste te taper une franchise supplémentaire et un malus. Donc, c'est important de savoir, voilà, l'épargne à court terme. Et concrètement, que y mettre dans son épargne que y mettre dans son épargne à court terme? Dans son épargne à court terme, vous pouvez mettre des ressources pour faire face aux urgences du quotidien. Ça peut être simplement en fonction de sa situation personnelle, familiale. Ça peut être à la fois, par exemple, si tu es une personne seule, tu peux avoir, par exemple, 1 000 € d'épargne d'urgence. Si tu es tout seul, par exemple, si vous êtes un couple, vous pouvez, par exemple, avoir 2 000 € d'épargne d'urgence. Et une famille, en fonction de votre situation financière, de vos ressources, avoir peut-être 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 € maximum. Maximum. Évidemment, euh, ce chiffre-là, il est adapté à votre situation. Vous comprenez bien qu'une personne qui gagne peut-être 50 000 € par mois, qui a des frais de vie de 600 000 € qui gagne 600 000 € par an, peut-être que son pneu euh, de sa voiture ne vaut pas peut-être le même prix que le tien. Peut-être que son frigo vaut peut-être plusieurs milliers d'euros, contrairement à celui de quelqu'un. On adapte par rapport à sa situation financière, à sa réalité financière. Faire face aux urgences du quotidien, familiale, maison, panne de véhicule, par exemple. Ou encore d'autres urgences, soudaines, un deuil, c'est quelque chose de très urgent. Donc, avoir 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 € grand maximum. Là, je m'adresse à la moyenne des gens. Vous savez qu'en France, la moyenne des ressources est 1 800 €. Je crois qu'il n'y a pas plus de un Français sur deux qui gagne plus de 1 800 € par mois. Donc, je donne des chiffres qui correspondent un peu à la réalité des gens. Mais moi, je crois et j'espère que vous êtes au-dessus et que vous irez au-dessus. OK. Une épargne à moyen terme, c'est pour financer des projets imminents ou une transition professionnelle. Ça peut être chômage. Pourquoi? Ça peut être une période où tu te retrouves au chômage. Parfois, vous savez, le Pôle emploi, il met du temps avant de te payer et il te fait un rappel. Sauf que qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 mois de carence? Tu vas te retrouver sans ressources? Une transition professionnelle. Peut-être qu'aujourd'hui, tu décides à changer de travail. Et tout le monde n'a pas l'opportunité d'avoir des ruptures conventionnelles dans son entreprise. Donc, si demain tu démissionnes, tu fais comment? Parce que quand tu démissionnes, tu n'as pas droit au chômage. Parce que c'est une décision de ton fait. Bah, qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps-là? Donc, tu vas rester condamné à rester dans une entreprise et pas démissionner, tout simplement parce que tu te dis, si je démissionne, je n'ai pas d'épargne. Non. Donc, c'est pour financer des projets éminents, une transition professionnelle. Et là, ça peut être, par exemple, en termes de chiffres, 3 mois d'avance de ses charges ou 6 mois d'avance, par exemple, de tes charges. Et d'autres aiment aussi faire en fonction des revenus. Tu fais comme tu veux, celui avec lequel tu es plus à l'aise. Donc, pour savoir concrètement, bah, moi, j'ai de l'épargne, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Tu prends ton salaire, admettons, tu gagnes 2 000 € par mois. Tu te dis, bah, moi, mes charges de vie, c'est voilà, le loyer, l'électricité, les transports, etc. Et qu'on arrive à 1 500 €. Tu fais 1 500 € auquel tu vas le multiplier par 3. Et tes 3 mois-là vont correspondre à tes charges fixes. Donc finalement, ce qui va se passer, c'est que pour connaître, par exemple, l'avance de tes charges, tu vas prendre 3 mois d'avance de tes charges, tu vas le multiplier, par exemple, par 3 mois. Et ces 3 mois-là vont correspondre à une avance de tes charges fixes. Donc, c'est important de se poser la question, bah voilà, oui, mais moi, je veux bien avoir de l'épargne, mais c'est important de donner du sens. Et pourquoi c'est important de donner du sens? C'est que je me suis déjà retrouvé avec des clients qui avaient des centaines de milliers d'euros et qui se considéraient pauvres. Je vous le dis, c'est véridique. Qui se considéraient pas riches. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas donner un chiffre, en fait, un sens aux ressources qu'ils ont. Donc, quand tu atteins ce deuxième niveau-là, tu peux dire, ah oui, j'ai déjà atteint mon niveau de sécurité financière. Si pour toi, la sécurité financière, c'est 3 mois d'avance de tes charges, 6 mois, libre à toi. Mais c'est important de mettre un cadre sur les ressources que tu as. Troisième type d'épargne, l'épargne à long terme. Une épargne à long terme, c'est une épargne qui te permet de réaliser et de financer des projets à long terme.
préparer la retraite, financer les études des enfants, acheter un bien immobilier. Tu as différentes strates. Et pour ça, tu peux te dire, par exemple, OK, on recommence à zéro. OK, là, je vais commencer à épargner. À partir de maintenant, je n'ai pas d'épargne, j'ai zéro épargne. Si tu n'as zéro épargne, ton objectif, c'est tes prochains 1 000 euros. Donc, tu atteins 1 000 euros d'épargne. OK? Deuxième niveau, ça va être ton épargne de moyen terme. Une fois que tu atteins son épargne d'urgence, là, tu vas te concentrer sur comment est-ce que je peux atteindre le plus rapidement possible mon épargne moyen terme ou encore ce qu'on appelle mon épargne de confort. Et là, à ce moment-là, tu te dis, bah tiens, en combien de temps je peux attendre 3 mois d'avance de mes charges? OK, bah tu sais que tes charges, c'est 500 euros par mois, fixe. Tu les multiplies par 3. Toi, c'est 1 500 euros. Avec 1 500 euros, tu as une épargne de confort. Et une fois que tu as atteint ton épargne à moyen terme ou encore ton épargne de confort, tu peux commencer à constituer ton épargne long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à partir de ce moment-là, tu vas commencer à te dire, bah, le reste, j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Et c'est là où tu peux peut-être aller te permettre d'aller chercher des supports d'épargne ou de placement qui sont plus long terme. Je fais juste une petite aparté rapide. Étant donné que là, je suis sur ma casquette de coach financier et non pas de conseiller financier, je ne suis pas soumis aux mêmes règles. Donc, je ne peux pas vous conseiller sur des instruments financiers. Ça peut être des livrets, des assurances vie, etc. Je peux les citer, mais je ne me posais pas forcément de questions dessus parce que je n'y répondrai pas parce que ce n'est pas le cadre dans lequel j'exerce aujourd'hui. C'est un complément. Mais c'est important de savoir bah, qu'est-ce qu'il y a comme épargne à court terme. Bah, les livrets A, les livrets développement durable, les livrets d'épargne populaire, tout ça. Et là, n'hésitez pas à solliciter votre banquier, il connaît parfaitement ce sujet-là. Il saura vous renseigner sur les meilleurs instruments financiers euh, qui sont disponibles. Épargne moyen terme, qu'est-ce qu'on y trouve dans le moyen terme? Bah, dans les épargnes moyen terme, selon les financiers ou en tout cas les entreprises qui proposent des solutions de placement, nous, on va se considérer épargne moyen terme. Chez nous, généralement, c'est 2 4 ans. 2 à 4 ans. C'est 2 à 4 ans. Mais c'est pas là où tu vas aller mobiliser des ressources voilà. Tu vas retrouver bah, le CAT, le compte à terme, comme John Bernard dit. Il y a le compte à terme, il y a les parts sociales dans une entreprise. Si tu peux te renseigner. Et là, ton banquier saura parfaitement te renseigner sur ça. Il y a des comptes à terme, effectivement. Moi, j'aime beaucoup. Par exemple, j'aime bien ça aussi. Donc, il y a les comptes à terme. Retenez les choses sur lesquelles vous pouvez solliciter votre banquier. Les comptes à terme. Notez compte à terme, les livrets réglementés, livret A, livret développement durable. Il y a les PEL aussi pour les projets immobiliers à moyen terme. Il y a les SCPI. Après, voilà, c'est de l'épargne d'investissement. Mais ça, n'hésitez pas à solliciter votre banquier. Et puis, plus long terme, il y a les plans d'épargne retraite. Voilà, et il y a l'épargne retraite. Il y a également voilà, l'assurance vie. Plan d'épargne retraite, il y a l'assurance vie. Il y a énormément aujourd'hui la possibilité de le faire en bourse aussi de façon plus long terme avec une stratégie vraiment plus long terme sur des instruments assez spécifiques que je ne vais pas vous citer là aujourd'hui puisque ce n'est pas l'objectif. Voilà, au travers de différents instruments financiers disponibles. OK. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Moi, j'ai une question. Oui. J'ai bien compris, hein, long terme, court terme, moyen terme. Bon. Supposons, je suis en bas, là, à la base du triangle. Yes. La base du triangle, zéro, quoi. Oh, très bien. Aucune épargne. OK. En même temps, en fait, les trois épargnes sont effectivement assez nécessaires et tout. Oui. Comment est-ce que, en fait, on peut pas avoir ces trois paliers d'un seul coup, enfin, je sais pas si je me fais comprendre. C'est très clair. C'est-à-dire, bon, je comprends qu'il faut d'abord faire le court terme, Oui, mais je peux pas, en fait, faire court terme et moyen terme en même temps, en fait. exactement. Tu dois te Donc, concentrer sur le premier objectif. ah voilà, d'accord, c'est ça. Donc, je commence d'abord par le court Yes. terme. Quand j'arrive à mon palier, voilà, du court terme, ce qui sera épargné au-dessus, là, ça part sur le moyen terme, c'est ça. Parce que, ah d'accord, ok. Donc, ok, d'accord. Parce que là, je me disais, faire les trois paliers d'un seul coup, là, c'est chaud, patate. C'est une excellente réflexion, Naomi, et c'est exactement ce qu'il faut faire. Moi, par exemple, D'accord. quand j'ai commencé ça en 2019-20, je partais de zéro.
Je partais vraiment de zéro. Et bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que bah, tu pars de zéro. Bah, moi, mon objectif principal, ma première excitation, c'était purée. À quand est-ce que je vais atteindre mes premiers 1000? Donc, Hmm. mon objectif principal pour une personne en coaching, bah, par exemple, je prends un client en coaching qui vient me voir qui a zéro épargne. OK, on aura vu les différents bénéfices. Mais après, on va prendre le temps pendant tout ce temps-là où on va timer. OK, par rapport à tous ces objectifs-là, qu'est-ce que toi, tu dois atteindre comme objectif? Bah tiens, toi, c'est épargne de précaution, épargne de court terme. On va mettre tout notre focus dans le module sur l'épargne, sur ça. Tant que tu n'as pas atteint ça, on ne parle de rien d'autre. Donc, ça veut dire que toi, par exemple, ton objectif, évidemment, comme tu le dis, c'est on commence principalement pour ça. Et il y a des choses que j'aimerais rajouter. Voilà, comme vient de dire Naomi, c'est qu'on fait les choses par saison. Et je vous dis la vérité, la plupart des gens font les choses à l'envers. Les gens viennent me parler d'abord de comment est-ce que c'est important, est-ce que c'est rentable d'investir dans la crypto-monnaie? Est-ce que c'est rentable d'investir dans les ETF? Est-ce que c'est rentable d'investir dans différentes choses? Ou encore des gens qui viennent me voir qui veulent commencer un achat immobilier, ils ont 0 euros. 0 euros. Je, vous savez, la Bible dit, j'aime beaucoup ce passage, et c'est un des passages sur les finances que j'ai beaucoup vécu dans la Bible. Euh, c'est dans le livre de Matthieu 13 verset 12. Car, Jésus dit, car on donnera à celui qui a, et il sera même dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et je vous dis, les amis, c'est tellement vrai ce passage biblique. J'ai vu la différence entre les clients qui ont de l'argent et les clients qui n'ont pas de ressources. Et encore une fois, c'est passager. Tu peux avoir beaucoup aujourd'hui et ne plus avoir demain. Et en fait, d'ailleurs, même cette pyramide-là, elle peut être amenée à évoluer. Bah, par exemple, moi, au début, je me disais que c'était hyper important pour moi. Aujourd'hui, par exemple, je n'ai aucune urgence à avoir, par exemple, 12 mois d'avance de mes charges fixes. Bah, parce que, voilà, j'ai une situation familiale qui fait que aujourd'hui, 3 mois, c'est suffisant. 3 mois, c'est suffisant. Mais l'épargne à court terme, je recommande pour tout le monde. Tout le monde. Donc, tant que tu n'as pas atteint les autres piliers, reste concentré sur ça. Peu importe comment tu vas détenir ces premiers 1 000 euros-là, si c'est en espèces dans une enveloppe, c'est en espèces dans une enveloppe. Moi, c'était ma première fois et j'étais tellement content. Dès que j'avais mes premiers 1 000 euros dans en espèces, c'était ça mon premier niveau. Et après, tu peux le mettre dans un livret, etc. Comme tu veux, le format que tu veux, mais c'est le premier niveau. On donnera à celui qui a. Une des raisons d'avoir de l'épargne, c'est, tu vois, dans le dernière étape, c'est financer un projet immobilier. Il faut savoir que quand tu vas venir pour acheter un bien immobilier, on va te demander un apport. Et il y a des banques qui demandent juste les frais de notaire. Bah, les frais de notaire, c'est déjà un billet. À 200 000 euros, 16 000 euros de frais de notaire, bah, 16 000 euros, il faut les avoir, les 16 000 euros. Ah Hmm. ben, faut les avoir, les 16 000 euros. Bah, t'achètes dans le neuf, peut-être ça va te coûter moins cher. Ok, pas de souci. Mais il faut quand même les avoir, les 16 000 euros. Et 200 000 euros là, si tu achètes un bien à 200 000, on va te demander des frais de dossier, des frais de notaire, des frais de garantie. Finalement, ça va peut-être quoi représenter 22 000 23 000 euros. Il faut les avoir déjà, ces 22 000 euros-là. Et les 22 000 euros en question. Mais la vérité, c'est que même si tu épargnes en 60 mois, en 5 ans, il faudrait 5 ans où tu mets 366 euros par mois. Donc, vous vous rendez compte que si tout le monde peut se permettre de mettre 366, je ne sais pas. Donc, il faut anticiper le plus vite possible. Donc, voilà les différentes strates. Effectivement, objectif par objectif. Et quand tu atteins ces deux paliers-là, là, tu peux te poser des questions. Et d'ailleurs, comment se poser la question, par exemple, tu te demandes comment je sais si, là, je sors un petit peu, mais pour vous donner des clés, euh, c'est comment savoir si c'est pour toi le moment d'acheter. Je ne rentre pas sur la thématique de l'immobilier parce que ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui. Et pour le coup, c'est même pas une thématique de masterclass. C'est, bah, est-ce que si j'achète aujourd'hui, j'aurai encore la possibilité de continuer à épargner? Bah, si tu vois tes ressources te permettre juste de payer une mensualité, je t'en supplie, fais pas ça. S'il te plaît, n'y va pas. Parce que le jour où il t'arrive quelque chose, je peux t'assurer que le stress que tu as face à une banque de payer un financement, un crédit, parce que tu n'as pas d'épargne, tu vas vite, tu vas vite comprendre que c'est pas des blagues. Donc, c'est important de se poser la question, est-ce que c'est pour moi, c'est le bon moment pour acheter? OK. Est-ce que tes ressources que tu as là te permettent non seulement et d'acheter et d'épargner 20% de tes revenus? Là, je vous titille un petit peu. Maintenant, je vais vous poser une question, je vais répondre à une question à laquelle vous ne m'avez pas posée. Mais en fin de compte,
Combien épargner par mois? Oui, c'est bien, mais combien épargner par mois? La réponse est, ça dépend. Je suis contre, comme je disais, les méthodes qui vous disent, oui, d'accord, il faut à tout prix épargner 30%, 40%. Qui a dit ça? Mais qui a dit ça sérieusement? Il faut épargner 30% de ses revenus. Ah bon? Où ça? Effectivement, il y a une base biblique sur laquelle on s'appuie, parce qu'on s'appuie sur l'histoire de Joseph dans la Bible, euh, qui, pendant la période de famine, Joseph a épargné Joseph a épargné pour l'Égypte. Donc, on le voit dans le livre de Genèse, verset 41. Joseph a épargné pour Pharaon un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. OK, on peut s'appuyer sur ça. Mais ça ne veut pas dire que forcément, tu dois mettre 20% ou 10%. Je donne juste des canevas. Idéalement, moi, je conseille. Moi, après, j'avoue, moi, ce que j'aime bien, c'est 20%. Parce que mes ressources me le permettent. De me dire, je peux épargner 20% de mes revenus. Parce que je peux me le permettre. Si je mets 20%, je vais continuer de vivre. Mais c'est important de commencer. Quand tu as zéro épargne, tu veux commencer quelque part. Bah, commence peut-être avec tout ce que tu peux mettre. Donne-toi un challenge. Ah, je vais commencer avec 10. Bah, si tu veux commencer avec 10, commence avec 10. Tu gagnes 2 000, c'est 200 euros. Bah, si c'est 20, bah, c'est 400. Mais il y a une chose que j'aimerais vous dire. C'est que, disclaimer, c'est important d'épargner, mais on l'a vu tout à l'heure aussi. On ne l'a pas vu, d'ailleurs, je vais vous le dire. On ne l'a pas vu, mais j'y pensais tellement. C'est que la Bible dit dans le livre de Proverbes 11, verset 24, celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Autrement dit, épargner, c'est bien. Mais quand tu vois des personnes qui gagnent de l'argent, elles épargnent 100%, elles épargnent, pardon, 100%, 81%. Objectif, c'est, oui, vu frugal, 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 frugal. Frugal, mais parfois un peu d'égoïsme. Parce que la vérité, au final, cet argent, il va servir à quoi? Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Mais, comme il est bon notre Seigneur Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Tel donne libéralement devient plus riche. Donc, ce n'est pas le fait d'épargner seulement qui va te rendre plus riche, c'est le fait de donner libéralement qui te rend plus riche. Et celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Donc, les amis, vous comprenez que celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir, revient à dire que c'est important d'épargner, gloire à Dieu pour l'épargne, mais si ton trop épargné là t'empêche même de pouvoir donner, là, effectivement, tu épargnes à l'excès. Mais pour moi, il y a aussi la sous-épargne. Bah, la vérité, c'est que par rapport à ton train de vie, quand tu vois que ton ratio de loisirs est de 40% ton épargne aussi, c'est ta vie. Tu as le droit, en fonction de ta vision de la vie, moi je parle ici à des personnes qui veulent avoir pour vision la parole de Dieu avec le Seigneur Jésus-Christ et bâtir notre vie sur la parole de Dieu. Mais maintenant, si toi, ça ne te concerne pas, tu te dis juste que moi, je vais épargner. Si tu estimes que c'est épargné pour tes projets, si tu veux. Mais moi, je parle en tout cas des personnes qui se disent, moi, je veux épargner, mais j'ai envie d'avoir également de l'épargne disponible pour pouvoir, en fait, tout simplement donner quand l'occasion se présente. Donc, épargner à l'excès aussi, c'est pas forcément une bonne chose. Et après, un autre point, c'est important de se poser la question, si aujourd'hui mon budget ne me permet pas d'épargner le moindre euro, c'est qu'il y a un problème dans ton budget. C'est qu'il y a un problème dans ton budget. Parce qu'il y a des personnes qui disent, c'est bien d'épargner. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un qui dit, non, non, c'était autre chose. Il disait que bah, c'est important d'épargner, mais il faut vraiment plafonner certaines charges de vie. Moi, je suis d'accord. Et sachez, comme on l'a vu la dernière fois, les deux charges fixes qui peuvent empêcher une personne d'épargner ou qui peuvent miner la situation financière d'une personne, c'est les frais de logement. Les frais de logement et souvent aussi l'alimentation. Les frais de logement. Bah, c'est clair que quand ton logement représente à lui seul 40% de ta capacité financière,
bah, autant te dire que ça m'étonnerait que tu arrives à épargner 20%. Donc, c'est important de se poser la question, est-ce que j'épargne très bien? Tu peux commencer avec 5%. Donne-toi des challenges. Donne-toi plutôt en termes de montant dans un premier temps. Par exemple, tu te dis, bah, OK, là, je commence, j'ai rien du tout. OK, mon objectif, c'est une épargne de précaution. Mes premiers 1 000, 2 000 euros. Bah, c'est simple. Tu te dis, bah, écoute, 2 000 euros divisé par combien je peux enlever chaque mois. En combien de mois, dans 3 mois, j'aurai une épargne de précaution. Gloire à Dieu. Très bien. Après, je pars sur l'épargne de moyen terme. Très bien, je finance des projets imminents. OK, bah, 3 mois d'avance de mes charges fixes. 3 mois d'avance de mes charges fixes. Bah, là, tu vois, par exemple, tu vas te dire ça. OK, tu dis 3 mois d'avance de mes charges fixes. Une fois que tu as atteint ces montants-là, ah, franchement, j'ai quelque chose qui bloque mon écran. J'arrive pas à voir tout ce qui se dit. Euh, OK, j'arrive pas forcément à voir. J'aimerais voir une. OK, moi, j'arrive pas à lire ce que vous avez écrit dans le chat. Je n'ai pas tout lu, mais je n'ai pas tout lu parce que je n'arrive pas à voir. J'ai quelque chose qui m'empêche de lire. Mais en tout cas, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que les ratios, ça dépend. Les ratios, ça dépend parce que, autrement dit, par exemple, toi, tu parles de charge de logement à 10%, mais 10%, c'est pas malheureusement la réalité de tous parce qu'admettons, quelqu'un va gagner 2 000 euros par mois. En Île-de-France, où est-ce qu'on peut vivre avec 200 euros de loyer? Même, tu gagnes, même si tu gagnes 5 000 euros par mois, si ton logement représente 10%, ça veut dire 500 euros. Ben, en fin de compte, avec 500 euros, aujourd'hui, trouver un logement, même avec 5 000 euros, c'est compliqué. Mais c'est important de retenir l'idée que, au-delà des montants qui sont donnés, des pourcentages, c'est important d'avoir en notion, OK, quelle est la part, l'épargne que je peux mettre? Si tu commences avec... Moi, évidemment, tu es mon client en coaching, bah, c'est clair que je ne vais pas te dire tout de suite on arrive à 20%. Bah, tu viens de commencer. Bah, tu n'as jamais eu d'épargne. Je ne vais pas te dire de mettre 20% d'épargne. Je vais te dire, OK, on va voir dans ton budget où est-ce qu'on peut économiser et qu'est-ce qu'on peut déjà mettre. Commence avec ce que tu as. Et parfois, les gens vont trouver insignifiant de mettre 50 euros par mois. Si tu peux mettre 50 euros par mois, mets les 50 euros par mois. Mais ce n'est pas 50 euros parce que tu te dis, oui, mais moi, je préfère mettre petit parce que non. Il y a des gens qui disent, moi, je vais juste mettre 50 euros et donner mon temps aléatoire. Tout ce que tu donnes d'aléatoire, tu ne le respecteras pas. Mais quand tu sais que tu te donnes un objectif de 1 000 euros, 2 000 euros, tu vas respecter parce que ça a du sens pour toi. OK, les amis? Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question sur cette thématique avant qu'on puisse prendre notre deuxième sujet? Bon, bah, alors moi, j'ai une autre question, du coup. En fait, ce serait mieux, par exemple, quand tu parles épargner 50 euros, ce serait mieux en fait de mettre 50 euros d'un seul côté que de mettre par exemple 10 euros par-ci, 10 euros par-là, 10 euros par-ci. Puisque si on veut atteindre les paliers. Tu peux clarifier ta question? Quand tu les mets où, les Alors, autres? clarifier ma question, c'est-à-dire en fait, bon, moi j'ai 5 enfants par exemple. J'ai 5 enfants. Et j'avais commencé, et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que je me suis un petit peu engouffrée, j'avais commencé à faire des épargnes. Donc chacun, j'ai pris un livret. Ensuite, moi aussi, j'ai un livret. Monsieur a un livret. Donc en fait, ce que j'ai fait, je m'étais mise, par exemple, une enveloppe de 300 euros par mois. Mais au Mm. lieu de mettre en fait 300 euros sur un seul compte, donc du coup, ça part un peu partout. Et après, en fait, on a l'impression de ne pas trop avancer. Et si j'ai bien écouté ce que tu as dit, le mieux, c'est de tout concentrer sur un seul. Et puis après, à la limite, dispatcher quand on arrive au palier qu'on veut. Excellente, Si j'ai bien compris. excellente question. Excellente question. Tu vois, je vais répondre à toi par rapport à ton cas et par rapport à ta situation familiale. Euh, Toi, tu as un cas assez général qu'on peut retrouver, famille, deux parents, un enfant, plusieurs enfants. C'est que si tu le rappelles tout à l'heure, la pyramide, tu te rappelles tout à l'heure de la pyramide, on a parlé des différents niveaux, épargne d'urgence, épargne de confort, épargne voilà, pour les projets futurs pour les enfants, etc. De la même manière que lorsque il y a un crash d'avion, tu dois d'abord mettre le masque à oxygène sur toi et ensuite
tu vas pouvoir donner de l'air. C'est la même chose avec l'épargne. C'est que parfois on se dit, oui, mais moi, j'arrive pas. Et je vais répondre à ta question. Je vais donner cet exemple, mais je vais répondre à ta question. Parfois on se dit, mais moi, j'arrive pas à épargner. Je suis toujours obligé d'aider mes proches. Pas de problème. Ça, attends le jour où tu auras toi-même un problème. Ou attends le jour où tu auras un vrai problème qui t'empêchera de pouvoir y faire face parce que tu n'as pas d'épargne. Maintenant, pour répondre à ta question à toi, Naomi, c'est important de se poser la question. OK, là, on réfléchit en mode, moi, le conseil que je vais te donner, en tout cas, euh, je réfléchis, moi, en tout cas, le conseil que je donne, c'est, pour moi, les finances, quand on est en couple, marié, bon, je parle quand je parle marié, je parle dans des couples mariés, c'est c'est un foyer, c'est le même foyer. Ça veut dire qu'on réfléchit sur base de, c'est plus motivant de se dire, OK, viens, on construit ensemble notre épargne familiale. Tu sais, les choses que je dis là, si c'est célibataire, il adapte tout seul. Mais à deux, pour moi, tout ça, on travaille à deux. Moi, par exemple, je vais prendre ta situation. OK. OK, moi, je peux mettre 300 euros. Je demanderai à mon épouse, ouais, chérie, combien toi tu peux mettre? Bah, de toute façon, on sait comment on a un budget familial global. Et je le dis ici, s'il y a des couples mariés, je vous dis sincèrement, je vois la différence entre les personnes accompagnées qui ont des objectifs communs du foyer et les gens qui font les choses dans leur coin. Ça n'a archi pas le même effet. Ça n'a pas archi pas le même effet. La Bible dit, deux valent mieux qu'un. Ça n'a pas le même effet parce que l'effet cumul est plus important. Par exemple, je réponds à ta question, on est deux. OK, bah moi je peux mettre 300, l'autre peut mettre 200. OK, on est 500. C'est le budget familial global. Donc, on se dit, bah, écoute, nous, en tant que foyer, je t'en prie, Gisèle, nous, en tant que foyer, bah, on réfléchit. Et je vous donne encore un conseil, hein, ceux qui sont en couple marié, tout ça, n'hésitez pas à inviter vos maris, vos maris, vous n'en avez pas plusieurs, votre mari ou votre... voilà, après, ça, moi, je ne rentre pas là-dedans, mais voilà, votre mari, votre épouse, bah, dommage que vous les invitez qu'à la dernière session. Mais en tout cas, c'est important, ou en tout cas de faire participer, même faire réécouter. Pourquoi? Parce que on construit un foyer. Donc, le foyer, pour moi, il n'y a pas de oui, chacun gère ses choses dans son coin. Ça, déjà, je ne l'ai pas parlé la fois précédente dans la gestion des comptes joints, etc. Mais c'est important. Moi, je me dis, ok, on a 300 euros par mois. Très bien. 300 euros, si c'est le budget global, par exemple, admettons que lui aussi, c'est 150, toi, 150, vous avez 300. Moi, je commencerai par me poser la question, pas moi en tant que personne si j'ai une urgence, mais en tant que foyer, si on a une urgence, comment on doit y faire face? J'ai dit que 1 000 euros pour une personne seule. Mais vous êtes un foyer. Par exemple, vous dites 2 ou 3 000 euros. Bah, ça devient votre objectif commun. Bon, nous, notre objectif, ça va être atteindre les 2 000 euros. Bah, à ce moment-là, concentrez-vous à faire en sorte que les 300 euros là atteignent, par exemple, les 1 000 ou les 2 000 euros en commun. Ok, c'est notre objectif. Parce que moi, si je l'épargne, si c'est que pour mes projets personnels, c'est ça encore que je suis marié. Si c'est pas que pour mes projets perso, mais c'est pour les projets du foyer. Si j'ai des enfants, c'est la même chose. Donc, admettons, j'ai les 300 euros. On va faire 300 euros. Bah, je me rends compte que, en 3 mois et quelques jours, comme ça, on a déjà les 1 000 euros. Ok, on est deux. On veut 2 000 euros. On atteint les 2 000 euros. 300 en 6 mois. Et après, si on peut faire plus vite, avec un montant plus important, on atteint, par exemple, nos 2 000 euros. Une fois que les 2 000 euros d'épargne d'urgence sont atteints, là, maintenant, on fait le deuxième niveau. Si on a une urgence, si on a un jour une transition professionnelle, si on a un jour on a quelque chose, on réfléchit de la même manière. OK, nous, nos charges fixes, c'est 1 000 euros par mois. OK, on rajoute encore 1 000 fois 3, 3 000. Donc, on a les 2 000, on a les 3 000, on a nos 5 000. Et c'est après maintenant qu'on se dit, bah là, on va commencer à mettre pour les enfants. Et après, tu peux ajuster ta répartition. Bah, tu te dis, bah maintenant, OK, bah, je mets 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros. Bah, c'est pas grave parce que les enfants, quand ils sont tout petits, bah, il vaut mieux 10 euros par mois au bout de 10 ans. Bah, c'est bien, c'est le montant qu'il y aura, plutôt que les gens qui disent, ouais, mais non, mais 10 euros, c'est pas assez, 20 euros, c'est pas assez. Donc, tu commences d'abord par les deux premières strates et après l'épargne très long terme pour les enfants. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que c'est bien d'épargner 10 euros comme ça, comme ça. Mais s'il y a une grosse urgence, bah, tu vas devoir mobiliser une somme d'un coup. Et vaut mieux, comme c'est long terme pour les enfants, si c'est des 10, 20 euros, aller les mettre sur des supports qui sont bloqués. Tu sais que tu ne vas pas les utiliser. Mais tu ne vas pas les bloquer des sommes dont tu auras besoin en cas d'urgence. Est-ce que je réponds à ta question? Naomi? Oui, oui, voilà, je cherchais le micro. Oui, Ok, très bien. je cherchais le micro. Oui, oui, j'ai compris. Ok, Je vais revoir ça. excellent. Parce qu'en fait, on s'éparpille trop et du coup, je pense que c'est ça aussi le souci. Ben, on se voit pas, on se rend pas compte de l'effet cumulé tout de suite. On se rend pas compte Voilà. de l'effet cumulé tout de suite.
Donc c'est vrai que, waouh, quand on se retrouve, on a nos 2000. Et la motivation que tu auras, quand tu dis, purée, on peut les palper, on a les 2000, bah, c'est plus motivant quand tu vois des 10 euros, 15 euros. Tu vas te dire, mais c'est dans 60 ans que j'aurai 5000 euros. Mm. Et ça joue aussi la motivation. Donc, n'hésitez pas aussi, les amis, s'il vous plaît, à célébrer vos petites victoires. C'est ça le truc, c'est que nous, on nous apprend à profiter d'abord, travailler et profite après. Nous, on nous apprend à profiter alors qu'on n'a pas travaillé. Donc, célébrez vos victoires. Ah, on s'est donné pour objectif, on va atteindre 2000 euros. On a atteint notre objectif. Si vous voulez faire un restaurant ou un kiff, un plaisir, ça va enregistrer dans votre cerveau le fait que, ah, il y a la récompense. On est motivé aussi par la récompense. Se dire, ah, on a atteint cet objectif. L'argent sert à ça. Si c'est juste pour être frustré pendant 40 ans à mettre de l'épargne de côté, c'est comme des gens qui épargnent. Oui, il faut épargner tant, tant, tant par mois. Qui t'a dit que tu seras là à 70 ans pour profiter de cet argent? Tu ne seras pas là. Donc, il faut allier entre le plaisir et la raison. J'avance, j'avance, j'avance progressivement. Je me fais plaisir, mais en même temps, j'épargne, j'investis. Je me fais plaisir, j'investis, etc. Avancer comme ça.